Bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. La confiance, ça ne se donne pas à n'importe qui. Mais parfois, on baisse la garde. On écoute son cœur au lieu de sa tête. Et c'est là que tout dérape. Il y a des tournants dans la vie qui font qu'une personne peut voir son existence basculer vers le bonheur ou au contraire s'en éloigner. Je vais vous raconter le tournant de ma vie, ce moment où j'étais marqué à jamais, confronté à l'inexplicable et à cette peur qui ne m'a plus jamais quitté. En repensant à ce que j'ai vécu, un frisson parcourt mon corps, mes poils se hérissent et le battement de mon cœur s'accélère. Ce que j'ai vécu est un avertissement pour vous tous. Si mon histoire peut vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi, alors elle aura eu l'effet que j'espère. Je m'appelle Jalil. Je suis enfant unique. Mes parents m'ont élevé avec amour et ont toujours fait de leur mieux. De mon côté, j'ai toujours tout fait pour ne pas les décevoir. J'ai grandi dans le même quartier que mes amis, Halima et Nazim. Je n'ai jamais vraiment su quand j'étais tombé amoureux de Halima. Peut-être le jour où elle m'avait prêté son cahier d'école sans hésiter. Ou celui où on s'était caché ensemble derrière la vieille mosquée de notre quartier pendant un orage. Ce que je sais en revanche, c'est le jour où je compris que je l'avais perdue à jamais. C'était un samedi de printemps, doux et cruel. Elle portait une robe blanche, simple mais belle. À son bras, Nazim, mon ami d'enfance, mon frère de cœur. Ils souriaient tous les deux. Je n'avais jamais vu Halima aussi rayonnante. J'avais applaudi avec les autres. J'avais même félicité Nazim, la gorge nouée, les mains tremblantes. Personne ne savait, je ne m'étais jamais déclaré. Je m'étais contenté d'être là, toujours là. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne lui avais jamais avoué mes sentiments avant qu'elle n'épouse mon meilleur ami. La vérité, c'est que je ne connais toujours pas la raison de ce blocage. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont vécu la même chose. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je compris que je ne pouvais plus rester. Les rues me semblaient étroites, les murs me regardaient. Chaque pas résonnait comme un rappel de ce que je n'avais pas dit, de ce que je n'avais pas fait. Quelques semaines plus tard, je fis ma valise, direction une ville à 300 km d'ici. Pas pour fuir Halima, non, pour fuir moi-même. Depuis mon enfance, j'avais toujours été débrouillard. Je faisais mon ménage, ma lessive, et je me préparais à manger. Je m'étais habitué à vivre seul. C'est pour ça que je ne trouvais aucune difficulté à vivre loin des miens. À mes proches, je prétextais mon travail pour quitter ma ville natale. Quelques années s'écoulèrent. J'avais une vie bien tranquille. Je m'étais fait des amis. Puis, un jour, je reçus un coup de fil. Mon monde s'écroula. Mes parents venaient de mourir dans un tragique accident de voiture. Je retournai dans ma ville natale. Pendant les 40 jours qui suivirent l'enterrement, mes proches et amis étaient venus me soutenir et restaient à mes côtés. Le 40e jour, on alla au cimetière et la sourate Yassine fut récitée pour les âmes de mes parents. 2 mois plus tard, je décidai de quitter ma ville natale, rentrer chez moi et repris mon travail. Mes amis venaient me voir pratiquement tous les jours. Plus le temps passait, plus leurs visites se faisaient moins fréquentes. Puis, leurs visites reprirent un rythme normal. Comme avant, on se voyait une fois par semaine et parfois un peu moins. Les soirs, avant de dormir, je me remémorais les temps anciens, ceux où tout allait bien, où je ne rencontrais aucun problème. Malgré le soutien et la présence de mes amis, pour la première fois de ma vie, la solitude me pesait. Moi qui m'étais habitué à vivre seul, rentrer chez moi était devenu lourd. Un week-end, alors que j'étais sorti avec mes amis Walid et Miloud, on était dans un café, assis, en train de boire nos boissons. C'est là que je la vis, une jeune femme assise à quelques tables en face de moi. Mon regard croisa le sien, j'étais comme hypnotisé. C'était la première fois que cela m'arrivait. Pour la plupart des gens, elle devait avoir un visage banal, mais moi, j'étais envoûté par son regard, son sourire et ses fossettes. J'étais le seul à porter mon attention sur elle. C'était comme si le monde continuait d'avancer, mais moi j'étais comme bloqué. Mais je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait non plus. Je lui souriais en retour. Walid et Miloud discutaient ensemble d'un sujet sérieux. Puis, Walid me demanda « Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu souris comme ça ?» J'essayai de me ressaisir et je lui répondis « C'est rien, je viens juste de me souvenir d'un truc marrant. » Puis, Walid et Miloud continuèrent leur conversation. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de cette jeune femme. Elle l'avait remarqué aussi. Elle continuait à me regarder.
Plus je la regardais, plus je tombais amoureux d'elle. Je me disais que c'était ça le coup de foudre du premier regard. Il y avait à côté d'elle 2 autres jeunes femmes, probablement ses amies, me dis-je. Quand elles se levèrent pour quitter le café, Walid et Miloud avaient fini leur conversation. Et Miloud dit « Allez, on y va les gars !» Je me levai sur le champ et on quittait le café. Dehors, je continuais de la regarder. Elle se retourna et me sourit de nouveau. Quelque chose au fond de moi me disait d'aller lui parler. Alors que mes amis continuaient d'avancer, je leur dis « Continuez sans moi les gars, je reviens dans 2 minutes. » Je m'éloignai d'eux en allant vers elle. Elle le remarqua et ralentit, puis s'arrêta et fit quelques pas vers moi. On était face à face. Je lui dis « Bonjour, je m'appelle Jalil. » Elle me répondit « Enchanté, je m'appelle Anissa. » Et elle me tendit sa main. Je lui serrai la main, j'essayais de contrôler le battement de mon cœur qui s'accélérait. Désolé, j'ai pas l'habitude de ça, mais j'aimerais réellement qu'on s'échange nos numéros. Je veux sérieusement faire ta connaissance. Elle me répondit « Oui, avec plaisir. » Je ne pensais pas que ça serait si facile que ça, je pouvais respirer. Je lui dis au revoir, m'éloigner d'elle, puis courus vers mes amis. On marchait un peu ensemble. Walid et Miloud avaient repris leur conversation, mais je ne pouvais pas suivre leur discussion. Je n'arrêtais pas de penser à Anissa. Quand je quittais mes amis et arrivais chez moi, je ne pouvais m'empêcher de l'appeler. Je lui parlais de moi, de mon métier et brièvement de mon passé. On se retrouva le jour suivant, puis aussi souvent que possible. Notre relation avait pris une direction sérieuse. Rapidement, on commença à parler d'avenir. Je lui dis que je l'aimais, qu'elle était la femme de ma vie et que je voulais passer le restant de mes jours avec elle. Anissa me répondit qu'elle partageait mes sentiments et qu'elle désirait la même chose, mais qu'il fallait d'abord que je rencontre sa famille. J'étais à la fois impatient et stressé à l'idée de faire la connaissance avec les proches d'Anissa. Je voulais qu'ils aient une bonne impression de moi. Le jour suivant, Anissa m'appela et me dit qu'elle souhaitait qu'on aille rendre visite à sa famille en fin de semaine. Ils habitaient à quelques heures de la ville. Tout semblait parfait, cela faisait à peine 2 mois que j'étais avec Anissa. Je sais que vous vous dites que c'est trop rapide, mais tout allait si bien. Elle était si compréhensive, et sa présence était si apaisante que j'étais sûr d'être heureux avec elle. Mais je devais d'abord rencontrer sa famille. Je préparais un sac pour le week-end. Anissa vivait avec ses 2 amies et collègues de travail, celle qui était à ses côtés le premier jour où je l'avais vue au café. C'était un samedi, j'étais allé chercher Anissa en voiture chez elle. On prit la route. Alors que je conduisais, Anissa me parlait de sa famille, de leur accueil chaleureux. Elle m'avait tellement parlé en bien de ses proches que je m'étais convaincu que tout se passerait bien. Et, d'une certaine manière, je les connaissais déjà sans les avoir jamais rencontrés. Finalement, on arriva à la maison des parents d'Anissa. C'était une très belle grande maison à 2 étages avec un immense jardin entouré d'arbres. Devant la porte, il y avait le petit frère d'Anissa, Naïl. Il avait 9 ans et un visage angélique. Il courut, sauta au cou de sa grande sœur, puis la couvrit de bisous. Ensuite, il s'approcha de moi pour faire connaissance. On avança ensemble vers la porte. Elle était ouverte. Les parents d'Anissa attendaient à l'intérieur. Sa mère s'avança, prit Anissa dans ses bras et l'embrassa, puis elle se tourna vers moi et dit « Bienvenue mon fils, je m'appelle Malika, je suis la maman d'Anissa, et voici mon mari Mazen. » Il donnait vraiment l'impression d'être une famille très attentionnée et correcte. Anissa était très importante pour moi, même si je me sentais un peu gêné d'être là. Je devais rencontrer sa famille. Après les présentations, on passa à table. La mère d'Anissa avait préparé à manger. Le repas semblait parfait. Pendant qu'on était assis, oncle Mazen parlait et essayait de montrer quel genre de personnes ils étaient. Pour être honnête, je commençais à m'ennuyer, parce qu'Anissa m'avait déjà raconté tout ça sur la route. Mais je ne voulais pas paraître irrespectueux, alors j'écoutais. J'appelais oncle Mazen, le père d'Anissa, et tante Malika, la maman d'Anissa. Comme on avait perdu beaucoup de temps en route, il se faisait tard. Tante Malika me dit « Tu dois être fatigué mon fils, je t'ai préparé une chambre à l'étage. Tu peux y aller pour te reposer, si tu veux Anissa va te montrer la chambre. Tu as l'air vraiment fatigué. » Elle avait raison, je me sentais vraiment épuisé. Je la remerciais, me levai et leur souhaitais bonne nuit. Anissa me montra le chemin. Quand on entra dans la chambre, l'intérieur me sembla différent. La maison était très ancienne, mais tout était propre et en bon état. Après m'avoir montré la chambre, Anissa redescendit rapidement. Je m'écroulai sur le lit et m'endormis aussitôt. Je ne m'attendais pas à m'endormir aussi vite. Je ne savais pas combien de temps j'avais dormi. Un bruit étrange me sortit de mon sommeil. La porte de la chambre était ouverte.
Je me redressais lentement, encore à moitié endormi. J'étais assis, fatigué. Je me levais et allais fermer la porte. Mon corps était tellement épuisé que je n'avais même pas enlevé mes vêtements pour dormir. Je me déshabillais, posais mes habits sur la chaise à côté du lit, puis je me rallongeais. À peine avais-je fermé les yeux que je m'endormis à nouveau. Je fis un rêve étrange. Je voyais mes parents, aujourd'hui disparus, qui me faisaient signe de venir vers eux. Ils étaient très loin, et je voulais les rejoindre. J'avais tellement envie de les prendre dans mes bras. Depuis qu'ils n'étaient plus de ce monde, je rêvais de ce moment. Je savais que je rêvais, mais c'était plus fort que moi. Je pleurais dans mon rêve. À peine avais-je fait 2 pas vers eux qu'on m'empêcha d'avancer. Ma cheville était enchaînée. Je voulais briser la chaîne, mais c'était impossible. Je me retournai pour voir d'où elle venait. Elle était tenue par Anissa. Je lui dis « Anissa, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle me répondit « Tu m'appartiens maintenant, je ne te partagerai avec personne. Tu es uniquement à moi, tu fais partie de mon monde. » Elle agitait la chaîne en criant. C'était un rêve horrible. Je me réveillais en sueur. Le soleil venait juste de se lever. Je me levais et m'habillais. En sortant de la chambre, je croisais tante Malika dans le couloir. « Tu viens de te réveiller? Le petit déjeuner est prêt. Viens nous rejoindre mon fils, on t'attend. » Je passai rapidement à la salle de bain, puis descendis et m'assis à table. Mais j'avais du mal à garder les yeux ouverts malgré une longue nuit. Anissa me demanda « Tout va bien? T'as l'air fatigué. T'as bien dormi ?» Je baissai la tête. Je me suis réveillé en pleine nuit. J'ai fait un rêve bizarre, ça m'a un peu troublé. Un petit silence s'installa. Quand je levai les yeux, ils semblaient tous retenir un sourire. J'avais l'impression qu'ils trouvaient ça drôle que j'ai été effrayé par un rêve. Je ne dis rien. Après le petit déjeuner, Anissa me proposa de visiter les alentours. Je montai m'habiller. Dans la chambre, je me mis du parfum, puis je me coiffai devant le miroir. Je crus voir quelqu'un derrière moi. Je me retournai, il n'y avait rien. Je me penchai à nouveau vers le miroir. Mon reflet semblait étrange. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Je sursautai, je me retournai, mais il n'y avait personne. C'est quoi cette porte? Ça doit être la serrure. Je m'approchai pour la fermer. Naïl surgit en criant pour me faire peur. C'est pas drôle, Naïl. Ne fais plus ça, s'il te plaît. Dis-je en essayant de rester calme, mais il ne m'écoutait pas. Il se mit à chanter une chanson agaçante. Je te vois pas. T'as peur? Moi je suis là. Je te vois pas. T'as peur? Moi je suis là. Espèce de petit con. Il y a des claques qui se perdent, me dis-je au fond de moi. Le petit frère d'Anissa me semblait mignon au début, mais là, il me paraissait comme un petit monstre. C'était comme si c'était 2 enfants totalement différents. Mais je me rappelais que j'étais invité ici, et que c'était le petit frère d'Anissa. Je lui demandai gentiment de sortir, le poussai un peu, et le fis sortir de la chambre. Après m'être préparé, Naïl refit la même chose. Il était encore derrière la porte, essayant de m'effrayer. Je lui dis que ce n'était pas bien, et que s'il continuait, j'en parlerais à son père. Mais il n'en avait rien à faire. Il courut autour de moi, me regarda et sortit en faisant du bruit dans les escaliers. Je sortis à mon tour de la chambre. Mais en arrivant devant les escaliers, un vertige me prit, comme si les marches s'allongeaient. Je m'agrippai à la rampe et descendis lentement. Anissa m'attendait devant la porte. « T'as l'air étrange ce matin. T'es sûr que tout va bien ?»« Je vais bien. Peut-être un peu fatigué. Prendre l'air me fera du bien. Allez, on y va. » Sans perdre de temps, on sortit de la maison. Il faisait un temps magnifique dehors. La maison familiale se trouvait entre la lisière d'une forêt et la fin du village. On avait passé la plupart du temps dans la nature, loin du village. Anissa me montrait ses lieux préférés. Puis on entra finalement dans le village, qui semblait très petit. On marcha jusqu'à la place du village. Et un détail attira mon attention. On n'avait croisé personne dans les rues. Quand on passa devant la mosquée du village, j'étais tellement fatigué, comme un grand-père qui aurait de l'arthrite aux jambes. Je marquai un temps d'arrêt. « S'il te plaît, Anissa, j'ai besoin de souffler. » Mais Anissa continuait d'avancer. « Anissa, arrête-toi, s'il te plaît !» lui dis-je. Elle tourna sa tête vers moi et continua d'avancer avec une grimace sur son visage. Je me demandais pourquoi Anissa ne s'était pas arrêtée. Elle avait sur son visage une expression de gêne. Je n'avais pas pu m'empêcher de me demander si Anissa avait un problème avec la religion. Je repris mon souffle et me remis à marcher. Je rejoignis Anissa un peu plus loin, où elle avait ralenti sa marche. Même si je ne pratiquais pas toutes mes prières quotidiennes, j'étais quelqu'un de croyant, alhamdoulilah. Arrivé à côté d'elle, je lui demandai d'un air gêné. « Anissa, pourquoi tu as fui comme ça? Est-ce que tu es non-croyante ?»
Non, c'est pas ça. Je marchais vite parce que je voulais pas qu'on arrive trop tard à la maison, c'est tout. Je me disais que quelque chose allait de travers. On était à peine au milieu de l'après-midi quand on arrivait à la maison. On passa le temps à bavarder de tout et de rien jusqu'au soir. Je ne voyais pas le temps passer. 1 heure me paraissait comme 1 minute. Quant au petit frère d'Anissa, ce petit con ne cessait de venir me déranger. Je commençais sérieusement à être dérangé par Naïl. S'il continuait comme ça, j'allais être obligé de parler de lui à Anissa. Et ce fut le cas. Je racontais à Anissa que Naïl me dérangeait beaucoup depuis mon arrivée à la maison. Et je lui demandais de le faire arrêter. Anissa attrapa Naïl par le bras, l'amena dans sa chambre et lui remonta les bretelles en lui disant qu'il était puni et qu'il devrait rester dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle décide de lever la punition. Je pensais que Naïl ne l'écouterait pas, mais il était réellement resté dans sa chambre. Le soir, le dîner était prêt. Je n'avais pas faim. Mais tante Malika avait tellement insisté pour que je me joigne à eux que je finis par m'asseoir à table. Il y avait du rôti au dîner, mais la viande semblait étrange. Je vous passe les détails sur l'odeur qui m'était insupportable. Je prétextais être malade pour ne pas manger, mais tante Malika insista tellement que je ne pouvais plus refuser. Je pris un bout de viande avec ma fourchette, et au moment où je pris une bouchée, une nausée me prit. Il me regardait droit dans les yeux. Je me sentais obligé de manger. Je ne voulais pas les décevoir. Après tout, ils s'étaient donné du mal pour préparer ce dîner en mon honneur. C'est pour cela que je me forçais à mâcher, puis à avaler cette viande. Un court instant plus tard, je leur dis « Désolé, je me sens un peu mal, il faut que j'aille me reposer ». Je me dirigeai vers la salle de bain, m'enfermai à l'intérieur et vomis tout ce que j'avais dans l'estomac avant de me laver le visage. En ouvrant la porte, je sursautais. Tante Malika était là, juste devant moi. Elle me regardait méchamment et me dit « Ne me dis pas que tu as vomi ce que je t'ai préparé pour le dîner ». Je lui répondis d'un air gêné « Désolé, j'ai dû attraper froid, je me sentais pas bien. Ça n'avait rien à voir avec le dîner ». Mais elle ne semblait pas me croire. Elle m'attrapa brusquement par le bras et me ramena de force devant la table. Elle posa ses mains sur mes épaules et me fit asseoir avec une force incroyable. Tante Malika ajouta un gros morceau de viande dans mon assiette et d'une voix rauque me dit « Tu ne quitteras pas cette table tant que tu n'auras pas terminé ton assiette. » Je n'avais pas du tout apprécié ce qu'elle venait de faire, ni la manière dont elle m'avait traité. Je trouvais cela irrespectueux. En tournant la tête, je vis Anissa qui me regardait méchamment. Elle dit « Comment t'as osé faire ça à ma mère, elle qui s'est tant donné de mal pour préparer ce dîner ?» Tout s'embrouillait dans ma tête. Je ne comprenais plus vraiment ce qui était en train de se passer, ni toutes les nuances de cette étrange situation. Je sais que vous allez trouver ça stupide, mais je n'avais qu'une seule chose en tête, ne pas décevoir la famille d'Anissa. Alors, je me forçais à manger cette nourriture répugnante. Après avoir terminé mon assiette, les visages de tout le monde retrouvèrent soudainement leur apparence normaux. Pourtant, ce que j'avais dans l'estomac semblait bouger à l'intérieur de moi. Je leur dis « Excusez-moi, mais faut vraiment que j'aille dormir. » Je me levai et commençai à monter les escaliers. Plus j'avançais, plus ma tête tournait. J'avais le vertige et la nausée. J'accélérai le pas. Je voulais atteindre ma chambre au plus vite. J'ouvris la porte, entrai à l'intérieur et la verrouillai aussitôt. Je cherchais désespérément quelque chose sur quoi vider mon estomac comme un sac en plastique, mais je ne trouvais rien. Je ne pouvais plus me retenir, je tombais à 4 pattes au sol et vomis dans un coin de la chambre. Après m'être soulagé, je remarquai avec horreur que ce que j'avais mangé n'était pas de la nourriture, mais des choses bien plus écœurantes. Je me remis à vomir de plus belle. Tout avait commencé à me dégoûter. Je ne voulais plus rester 1 minute de plus dans cette maison. Je voulais reprendre une vie normale et passer au peigne fin ma relation avec Anissa. Je me levai et m'allongeai sur le côté du lit. Je pris une profonde inspiration. Mon estomac s'était enfin débarrassé de ces choses écœurantes que j'avais mangées. Je fermai les yeux et m'endormis profondément. En pleine nuit, des bruits étranges me réveillèrent. Je regardais autour de moi, mais je ne voyais rien. La chambre était plongée dans une obscurité presque totale, et pourtant les bruits continuaient. Je me levai et allumai la lumière, et là, je restais figé. Tante Malika était accroupie dans un coin de la chambre, dos tourné, en train d'avaler ce que j'avais vomi. Elle tourna brusquement la tête vers moi et me fixa avec un regard rempli de haine. Je voulais parler, crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je me levai précipitamment pour fuir cette maudite maison. En sortant de la chambre, je tombai sur oncle Mazen, planté au milieu du couloir, une hache ensanglantée à la main. Il me lança. « Tu nous appartiens maintenant, tu vas rester ici. » Je le poussai de toutes mes forces et dévalai les escaliers.
En bas, dans le salon, je vis un cercle de feu, autour duquel se tenaient de grandes ombres sombres et fines. À l'intérieur du cercle, Anissa était allongée au sol, les mains liées, immobile. Je me demandais ce qu'il se passait. Au moment où je tentais de courir vers elle, je sursautais dans mon lit et me réveillais en sueur. Je regardais autour de moi, il faisait jour. Ces rêves sans queue ni tête commençaient sérieusement à me perturber. Le mieux était de quitter cette maison plus vite et d'éviter d'autres problèmes. Je me levai du lit, m'habillai et rangeai rapidement mes affaires. Mais quelque chose attira mon attention. La maison était plongée dans un silence total. Je descendis les escaliers. Le salon était vide. La lumière était tamisée. Je n'avais jamais fait attention aux abat-jours du salon jusque-là, pensais-je. Je ne comprenais pas. Hier, à la même heure, tout le monde était déjà debout. Où étaient-ils tous passés? Je posai mon sac dans un coin du salon et me dirigeai vers la porte d'entrée. Je tentai de l'ouvrir. Impossible. Elle était verrouillée. Surpris, je fis le tour de la cuisine, puis des autres chambres. Toujours personne. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas être parti en me laissant seul ici. Je tentai d'ouvrir une fenêtre. Punaise, il ne manquait plus que ça. Les abat-jours étaient en fait des planches en bois clouées de l'extérieur. J'essayai de forcer la poignée, mais elle était bloquée. Impossible de l'ouvrir. La panique commença à m'envahir. Je saisis un cube décoratif en métal posé sur la table basse et, sans réfléchir, je brisai un coin d'une des fenêtres du salon. Je me mis à crier. « Je suis enfermé! Au secours! À l'aide !» Mais personne ne m'entendait. Je tentais ma chance sur une autre fenêtre sans succès. Je montai à l'étage, entrai dans une chambre et m'approchai d'une fenêtre. Elle était dans le même état que celle du salon. Je me demandais sérieusement si je n'étais pas en train de perdre la tête. Il fallait absolument que je trouve un moyen de sortir. Je brisai la fenêtre et criai encore de toutes mes forces. Mais le silence me répondit. En réfléchissant, je réalisais que depuis mon arrivée, je n'avais croisé personne d'autre que la famille d'Anissa. Sur le moment, ça ne m'avait pas semblé étrange. Mais maintenant, c'était clair, j'étais piégé. Où étaient-ils passés? Leur était-il arrivé quelque chose? Non, cette idée n'avait aucun sens. Tout prouvait qu'ils m'avaient enfermé ici et qu'ils étaient partis. Ce jour-là, j'avais tout essayé pour faire céder les planches. Frappé, forcé, usé de toutes mes forces, mais rien n'avait bougé d'un millimètre. Le soleil se coucha, épuisé et affamé, je dus abandonner. Je partis vers la cuisine et ouvris le réfrigérateur, rien d'autre que des aliments répugnants à l'intérieur. Les placards étaient vides, les tiroirs aussi, pas de boîte à pain, pas même une bouteille d'eau. Les fenêtres étaient toutes verrouillées et les poignées immobiles. Je devais trouver un autre moyen de sortir. Je fouillai la maison. À un moment, je tombai sur un escalier qui descendait, sûrement vers une cave. J'allumai le flash de mon téléphone et descendis prudemment les marches. Arrivé en bas, je restai figé. Il y avait partout des affaires d'hommes. Il y avait des montres, des chaussures, des lunettes, des portefeuilles, des pantalons, des chemises, etc. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant d'effets personnels ici. J'avançai prudemment et, sur un mur, mon regard se posa sur la photo d'un jeune homme. Ses affaires semblaient lui appartenir. D'autres photos accrochées tout autour attirèrent mon attention. Sur chacune, il était accompagné d'Anissa, très proche d'elle. Je longeais le mur. Plus j'avançais, plus je découvrais d'autres clichés, d'autres hommes, tous aux côtés d'Anissa. Je réalisais alors qu'Anissa avait eu plusieurs relations avant moi. Elle qui m'avait toujours juré que j'étais le seul homme dans sa vie. Elle m'avait menti, alors que moi, j'avais été honnête sur mon passé. Pris au piège dans cette maison maudite, la colère monta en moi. Je me retournai pour quitter cet endroit, quand soudain, la porte de la cave se referma brutalement. J'étais enfermé. Un frisson me parcourut. Des bruits étranges résonnaient partout dans la cave. Chaque fois que je tournais la tête vers une direction, un nouveau bruit surgissait à l'opposé. Je devenais fou. Rien de ce que je vivais n'avait de sens. Je voulais juste m'enfuir d'ici, retrouver ma vie d'avant, et oublier Anissa et sa famille pour toujours. Alors que je cherchais une sortie, des bruits de pas résonnèrent au-dessus de moi, accompagnés de voix inconnues. Ils se rapprochaient de la porte de la cave. Mon instinct me disait de me cacher. Je me glissai derrière une armoire au fond de la pièce. La porte s'ouvrit lentement, grinçant dans le silence, mais personne ne descendit. Il n'y avait plus aucun bruit. J'attendis un peu, puis je quittai ma cachette, montai les escaliers doucement et sortis de la cave.
l'esprit complètement débousselé. J'étais dans le salon, il faisait nuit. Je regardais autour de moi avec le flash de mon téléphone, puis j'allumais la lumière du salon. Je m'assis sur le canapé, la colère montait en moi et le désespoir me gagnait. Je ne pardonnerai jamais Anissa. Soudain, la porte de la maison s'ouvrit. C'était Anissa avec sa mère, son père et son petit frère. Quand je les vis entrer, je bondis du canapé et leur criai. « De quel droit vous m'avez enfermé ici? Vous êtes fous !» Ils me regardaient tous avec étonnement. Anissa répondit. « Personne ne t'a enfermé ici. Naïl est tombé en jouant dans les escaliers et il s'est foulé la cheville. On l'a emmené se faire soigner. On a même essayé de te réveiller, mais tu dormais profondément. On t'a même laissé un mot sur la table. » Elle me montra une feuille sur la table. Mais pour moi, quelque chose clochait. J'étais certain qu'il n'y avait rien avant qu'ils arrivent. J'étais passé au moins 30 fois devant cette table sans rien voir. C'était juste une mise en scène pour me tromper. Je suis passé plusieurs fois ici. Il n'y avait aucun mot. Vous voulez jouer avec mon esprit, vous êtes tous fous. Dis-je en colère. Je pointais une fenêtre du doigt. Et les planches clouées aux fenêtres, comment vous les expliquer? Mais en regardant, il n'y avait plus rien. Les fenêtres étaient normales, juste des abat-jours devant. Ils se mirent tous à rire en me regardant. Je n'en croyais pas mes yeux. J'en peux plus, je rentre chez moi. Il faudra qu'on parle plus tard de notre avenir. Mais jusque-là, reste loin de moi s'il te plaît. Dis-je à Anissa. Je m'avançais vers la porte, mais en essayant de l'ouvrir, la poignée ne bougeait toujours pas, comme si elle était fermée de l'extérieur. Je me retournai pour les regarder. Ils continuaient de rire. Soudain, une idée me traversa l'esprit. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? Je sortis mon téléphone de ma poche et leur dis « Vous allez rendre des comptes pour ce que vous faites ». Au moment où j'avais composé le numéro d'urgence, mon téléphone s'éteignit et son écran se brisa. Je commençais à me demander en silence si ces gens pratiquaient la sorcellerie, le sihir, ou s'ils n'étaient pas eux-mêmes des démons, des shayatines, ou pire encore, des démons humains. Rien de ce qui m'arrivait depuis que j'étais chez eux n'avait d'explication rationnelle. Mon esprit vacillait. « Laissez-moi tranquille, vous allez le regretter !» leur criai-je à haute voix. Soudain, la lumière du salon s'éteignit. J'entendis le bruit de pas de quelqu'un qui courait vers moi, tournait autour de moi, s'éloignait, puis revenait encore en courant. Je sentais aussi des courants d'air, comme si des entités traversaient l'air autour de moi. Puis, la lumière revint. Je vis Anissa et sa famille assis autour de la table du salon. La maison était cette fois éclairée par des bougies un peu partout. Je n'en croyais pas mes yeux. Ils me regardaient tous avec leur sourire, devenu insupportable. Anissa me dit « Viens à table, on va manger ». Le père d'Anissa se leva brusquement de la table. Il me poussa et me fit asseoir de force en appuyant fortement ses mains sur mes épaules. Je n'arrivais plus à parler, ni même à crier. Je ne pouvais que les regarder. Il y avait encore des choses affreuses à manger sur la table. Je vous passe les détails de l'apparence et de l'odeur. Le petit Naïl me fixait en murmurant à voix basse des paroles que je ne comprenais pas. Je ne pouvais plus supporter ce gamin non plus. Depuis que j'étais entré dans cette maison, je n'avais eu que des problèmes avec lui. Ce n'était pas une famille normale. J'avais pensé qu'Anissa était la femme de ma vie, mais en fait, elle était la plus grande erreur de ma vie. Je voulais fuir cette maison maudite, mais je ne savais pas comment faire. Je voulais bouger, me lever, mais mon corps était comme paralysé. Anissa se leva, se dirigea vers sa chambre, puis revint. Elle était habillée en rouge avec des vêtements assez transparents et tenait un couteau dans sa main. Mon cœur s'emballait. Je commençais à comprendre que quelque chose d'étrange se préparait autour de moi. Anissa et sa famille agissaient de manière étrange, comme s'ils étaient en train de faire un rituel. Le père d'Anissa murmurait des mots dans une langue que je ne comprenais pas, et l'atmosphère semblait pesante. Soudain, des silhouettes sombres et effrayantes apparurent, puis disparurent par moments. Anissa avait levé un couteau au-dessus de ma tête, et je me mis à prier au fond de moi. Juste à ce moment, ils se mirent tous à me regarder sans bouger. Puis, lentement, ils s'éloignèrent un peu de moi. Je ne connaissais pas beaucoup de prières. Je connaissais juste Ayat al-Kursi et quelques courtes sourates. Mais je priais avec sincérité, me disant que les prières me protégeraient. Petit à petit, mes forces revenaient lentement. J'avais pu me lever, et la fatigue ainsi que les douleurs avaient cessé. Je me dirigeais vers la porte et, alhamdoulilah, j'avais pu sortir de cette maudite maison. Dehors, j'entendais la voix d'Anissa qui me suppliait. « Mon chéri, s'il te plaît, reviens. Ne me laisse pas ici, aide-moi. » Mais je n'avais pas l'intention de retourner dans cette maison, ni de tourner la tête pour regarder. Parce qu'il se passait des choses étranges que je ne comprenais pas et que je ne pouvais pas affronter. Ma vie était menacée. Je montai dans ma voiture, mis le contact, et les silhouettes sombres surgirent de toutes parts.
Le cœur battant, je repris mes prières et continuai à rouler droit devant moi. En un instant, je jetai un regard dans le rétroviseur. La maison était en flammes. Je n'avais qu'une seule chose en tête, rouler sans m'arrêter jusqu'à chez moi, même s'il fallait conduire jusqu'au matin. Je traversais la forêt, jetant de temps en temps un œil dans le rétroviseur. Le danger semblait s'éloigner. Mon visage était marqué, creusé. Je remarquais que j'avais pas mal maigri, mes yeux étaient cernés et je me sentais sale. Mes vêtements ressemblaient presque à des chiffons, tellement ils étaient sales. Puis, je sentis des vibrations venant de ma poche. Je sortis mon téléphone, l'écran était allumé et, à ma grande surprise, pas cassé. J'avais reçu plusieurs appels en absence. Je crois qu'il était environ 22h30 quand mon téléphone vibra à nouveau. C'était Walid qui m'appelait. Je me rangeais sur le bas-côté. « Allô Jalil? Où t'étais passé mon pote? Ça fait 10 jours qu'on n'a plus de tes nouvelles. Tu nous as oubliés ou quoi ?» Je ne savais pas quoi lui répondre. Je ne voulais pas lui raconter ce que j'avais vécu. Comment aurait-il pu me croire? Moi-même, j'avais du mal à comprendre ce qui m'était arrivé. Je lui répondis brièvement que j'avais été occupé et que je le verrais bientôt. En raccrochant, je vis la date affichée sur l'écran. Cela faisait vraiment 10 jours que j'avais quitté chez moi. Et pourtant, je pensais qu'il ne s'était écoulé que 2 jours. En roulant, je réfléchissais à tout ce que j'avais vécu. Est-ce qu'Anissa et sa famille avaient voulu me sacrifier au djinn dans un rituel ou un pacte? Était-il vraiment humain? Pourquoi la maison avait-elle brûlé? Je me posais 1000 questions, mais aucune réponse n'était certaine. Arrivé chez moi, je m'effondrais sur mes genoux et me mis à pleurer comme un enfant, soulagé d'avoir échappé à l'enfer de cette maudite maison. Je pris une douche chaude, puis m'endormis quelques heures. Je remerciais sans cesse le Tout-Puissant, mais je continuais à faire des cauchemars jusqu'au matin. Le matin, la première chose que je fis de prendre mes ablutions et de partir à la mosquée. Dès que je mis un pied dedans, un immense soulagement m'envahit. Après la prière, je racontais à l'imam ce que j'avais vécu. Il me dit que, outre les djinns maléfiques qui prennent l'apparence humaine pour tromper les hommes, il existe des individus, comme des araignées piégeant leur proie dans leur toile. Ces gens semblent normaux, mais ils font tout pour duper les innocents. Une fois leur confiance gagnée, ils les sacrifient aux djinns avec lesquels ils ont pactisé pour obtenir richesse ou confort. Après avoir prié pour moi, l'imam me conseilla de pratiquer régulièrement mes prières, de lire le Coran et de considérer la prière comme ma meilleure arme contre le mal. Il m'avertit aussi de faire attention à ceux qui m'entouraient. Malheureusement, dit-il, tous ceux qui semblent bons et prêts à aider n'ont pas forcément de bonnes intentions. Il faut réfléchir 2 fois avant d'accorder sa confiance. Il avait raison, j'avais fait confiance à Anissa et j'avais failli perdre ma vie. Quelques jours plus tard, je reçus un appel. C'était Anissa. Mon cœur battait la chamade. J'hésitais à décrocher, mais au moment où je décidais de ne pas le faire, l'appel se coupa. En regardant la liste des appels manqués, je vis que je n'avais jamais reçu d'appel d'Anissa. Je vérifiai l'annuaire de mon téléphone, mais il n'y avait aucun numéro enregistré sous son nom. Des années ont passé depuis. Je n'ai jamais voulu savoir si la maison qui m'avait semblé brûler existait réellement. Mais au fond de moi, je sais que cette maison n'a jamais existé, tout comme Anissa. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Désolé pour ma voix, je sors d'une énième grippe et désolé aussi pour l'attente. Je vais faire de mon mieux pour publier plus souvent. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.